هكا دوك هكا عاود تحلت لنا لاباج لا. هذه هي وي الجور. دوك وي حنا نديرو البورتاج تاع ليكرون، وي بارطاج ليكرون، حنا وي نشوفو. وي وي ها هو اوكي. Donc partage سيليكسيونيوه، l'écran. D'accord. نسيليكسيونيوه Ok. ونديرو بارطاجي. Hmm. بارطاجي يجينا ليكرون هكا، حنا نحبو باسكو نحبو نكبروها Hey. لا ما تقلقناش. Oui. Donc je supprime ça. جيست نجي هنا درك ندير هادي ديابورامون، Voilà. دبل كليك يتحل اوتوماتيك، Voilà. تولي كبير، نعاود هنا فوالا. Hey. Voilà. عاودي هنا في الجارة دي Oui. تلقاها معمولة، Voilà. تلقاها شوفي قاعد مبارية. يطلع هكا Hey. اخضر ويهول، عرفي بلي قاعد يمشي. يمشي. لا ديما باريه انت ما يسمعوكش صاد باسكو مزيان ما نمشي كحفاك. D'accord. Ok. Voilà. Donc normalement là tout est prêt. هذه معمولة سوا. Je peux parler facilement là dans ce sens parce qu'on a le visage quoi, non? بنحطوها نحطوها. Il faut هكا خير ما تقلقنيش. Je peux discuter comme ça. Voilà. وهذاك مش لازم. مش لازم. مش لازم. هذا كنشعلوه برك الصباح هكا نتستيو. D'accord. Donc c'est bon. Ou le visuel, j'aurais aimé savoir comment ils voient tes étudiants. Oui. بس جيست هنا بعد جرب نشوف. جرب نشوف. وي ها كونتاكتي فيديو هاي تمام فيديو. دونك انا هاني هنا. هذا كي تعدلو عندي في الديستونس تحبي انت تبينيش فهمتي. D'accord. يدور Parce que nous, on est avec l'autre, c'est direct. Je ferais bien que j'avais une webcam comme ça à la maison. في البيسي تما حاجه او كلش اني جبته معايا قلت لك اون سي جامي العبد مش يشقى ومن بعد يولي. بون هما سي سورتو سا كي الفوا انا مش لازم
Docteur, il n'y a pas de son. Bonjour, docteur. On vous entend pas? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Maintenant, oui. On peut commencer le cours? Oui, docteur. Oui, bonjour. Bonjour, madame. On vous entend. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, docteur. Oui, docteur. Est-ce qu'on m'entend? Oui, docteur. Oui, docteur.
T'entends? Oui, docteur.
Oui, muet. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Et là, j'ai pas de réponse. Oui, docteur. Oui, oui, oui. Voilà, très bien. C'est ce que je voulais avoir. Ok. Voilà. Donc, Yorodhak muet. D'accord. D'accord. هذا هو المشكل هذه à poursuivre et voilà. Merci. Merci. Donc voilà, une fois le problème technique réglé, je commence mon cours. Donc bonjour tout le monde, je suis le professeur Khatmi. Nous allons faire ensemble les cancers professionnels. Donc mon troisième cours. Là, je vous projette le plan du cours. Donc, il y a les généralités, il y a la cancérogénèse chimique, il y a les principaux cancérogènes professionnels, il y a un chapitre prévention, un chapitre réparation. Alors, comme vous le savez, le cancer est devenu l'une des causes essentielles de mortalité dans le monde. Il est à l'origine de 8,2 millions de décès en 2012. Soit près de 13% de la mortalité mondiale. D'après les projections, la mortalité due au cancer va continuer à augmenter pour dépasser, selon les estimations, 13,1 millions de décès d'ici l'an 2030. Quelles sont donc les causes de cette exacerbation des cancers à l'échelle mondiale? Donc, l'Algérie en fait partie. Les causes sont multiples et peuvent se cumuler. Donc, il y a les causes alimentaires. Nous avons fait le cours sur les pesticides et nous avons vu que l'alimentation intervient pour une grande partie. Le mode de vie actuel, la prise de tabac, et les cancérogènes professionnels qui sont de plus en plus retrouvés en milieu professionnel. Le temps de latence pour la survenue d'une tumeur après une exposition à un facteur de risque est de plusieurs dizaines d'années, ce qui rend difficile l'identification des causes. Nous l'avons vu dans notre cours sur la toxicité industrielle et on a vu qu'il faut des dizaines d'années pour qu'il y ait apparition d'une intoxication chronique et en général, les cancers rentrent dans le cadre d'une exposition chronique aux produits industriels pour qu'il y ait apparition d'un cancer chez nos travailleurs. Les risques cancérogènes pourraient en grande partie être prévenus sur les lieux de travail du fait de leur rôle important dans la survenue de ces cancers. Les premiers cancers d'origine professionnelle ont été décrits dans l'Antiquité, puis au XVIe siècle chez les mineurs de fond. En 1775, le chirurgien anglais Sir Perceval Pott présente un rapport sur le cancer du scrotum survenant chez les hommes ayant été ramoneurs de leur enfant. Je vous explique qu'est-ce que c'est un ramoneur. Auparavant, en France, donc ils avaient des cheminées et ils utilisaient le bois. Et donc, les poussières de bois, à la longue, il faut nettoyer les cheminées. Comme là, voilà, j'ai une photo qui vous montre comment est-ce qu'on va ramoner les cheminées. C'est-à-dire nettoyer, enlever les poussières de ces cheminées pour qu'elles soient beaucoup plus fonctionnelles. Et donc, à cette époque, ils envoyaient
des jeunes, des petits-enfants, pour rentrer dans les cheminées et nettoyer. Et ils se sont aperçus que les cancers du scrotum étaient plus fréquents chez les hommes qui ont été ramoneurs durant leur enfance. Plus tard, en 1788, la loi interdit d'employer pour le ramonage des enfants de moins de 16 ans. Ce cancer n'apparaissait alors que vers la quarantaine. Là, donc, c'est Monsieur Perceval Pott. Et là, c'est une photo. Vous voyez la cheminée avec le ramonage de ces cheminées. Au XXe siècle, amélioration des connaissances concernant les cancérogènes professionnels et description des cas isolés cliniques de cancer professionnel. Donc, déjà, dès le XXe siècle, on s'est aperçu qu'on avait des connaissances sur les cancérogènes professionnels et on a commencé à décrire des cas isolés de cancer professionnel. On va donner quelques généralités concernant ces cancérogènes professionnels. Donc, en 2003, l'incidence en Algérie est de 0,1 cancer pour 1000 cas de maladies professionnelles déclarées. Donc, on avait commencé à déclarer en maladies professionnelles les cas de cancer professionnel. Comme vous le voyez, il y a un cas de cancer professionnel pour 1000 cas de maladies professionnelles déclarées. Comme vous le voyez, donc, il y a nous sommes en situation de sous-déclaration. Cela veut dire que les déclarations ne sont pas faites. On vous a déjà expliqué, je pense, en faisant le cours sur les accidents de travail et maladies professionnelles, que le patient, s'il est atteint d'une maladie professionnelle, il doit déclarer à son employeur et à la caisse de sécurité sociale, et le médecin qui le suit doit délivrer un certificat descriptif pour la maladie professionnelle. Et là, je vais vous donner pas mal d'exemples de cancers professionnels. Donc, le médecin est censé, quand il trouve qu'il y a un cancer lié à la profession, il est censé faire une déclaration. Et donc, le rôle du médecin, c'est délivrer à son patient un certificat médical en précisant quel est le tableau et quelle est la pathologie qu'a le travailleur exposé donc au produit qui lui a engendré un cancer. Le taux d'incidence est de 100 pour 10 000 habitants. Voilà, on continue. Toujours dans les généralités, une proportion de 60 à 90% de cancers humains dus à des facteurs d'environnement selon les épidémiologistes. Boileau, en 1967, retient que 90% des cancers humains sont dus à des agents chimiques. Lanioche, en 1978, prédit que les cancers professionnels passeraient de 1 à 5%, taux admis actuellement à 23 et à 38, donc ça va de 1 à 5 jusqu'à actuellement 23 à 38%. Là, je vous parle de la période de 1978. Actuellement, le nombre de cancers est de plus en plus important chez les travailleurs professionnellement exposés. Toujours dans les généralités, plus de 2000 substances professionnelles sont classées parmi les cancérogènes potentiels. La Nioche, donc là, c'est une société savante en 1977 qui dit qu'il y a plus de 2000 substances qui sont cancérogènes. Là, nous sommes en 2020 et le nombre de substances sont de plus en plus nombreuses. Mais l'identification des substances professionnelles induisant un cancer humain reste difficile. Pourquoi? D'une part, premièrement, parce que la lésion se manifeste plusieurs années après le début de l'exposition. L'exposition professionnelle est complexe.
Bon, excusez-moi, il y a un petit contretemps, mais on reprend. Reprendre. On va reprendre dès le début. Voilà. Zoom. Voilà. La lésion se manifeste plusieurs années après le début de l'exposition. Deuxièmement, l'exposition professionnelle est complexe car l'agent causal est difficile à préciser et en sachant bien sûr que l'expérimentation humaine est évidemment impossible. L'INRS en France estime que 4 à 8% des cas de cancer sont d'origine professionnelle. En 2004, en France, près de 4% des maladies professionnelles reconnues indemnisables étaient des cancers. L'enquête Sommer en France, entre l'année 2002 et 2003, décompte un chiffre de 2 370 000 salariés exposés dans leur travail à au moins un cancérogène. C'est bon, on me suit? Vous me répondez, s'il vous plaît? Oui, ça va? Oui. Un cancer, donc toujours dans les généralités et en définition. Comment on définit un cancer professionnel? Donc un cancer est dit professionnel s'il est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque qui peut être physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce ce travailleur son activité. Et on va donner des exemples par rapport au risque physique, par rapport au risque chimique et par rapport au risque biologique. C'est une affection multifactorielle. Donc, il y a plusieurs causes qui rentrent en ligne de compte, qui met également en jeu des facteurs environnementaux ou personnels, par exemple le tabac. Il est donc difficile d'évaluer avec précision la part attribuable aux facteurs professionnels. Donc, comme vous voyez, donc, on peut dire que la cause exacte du cancer est un peu délicate à préciser. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs causes. On a dit que l'affection peut être multifactorielle. Donc, il y a les facteurs environnementaux, il y a les facteurs personnels, les patients qui sont tabagiques. Et donc, il nous est très, très difficile de préciser la part attribuable aux facteurs professionnels. Un agent est dit cancérogène quand ils sont capables de provoquer le cancer, de favoriser une survenue plus précoce de cancer ou d'en augmenter la fréquence d'apparition. Ils peuvent être des agents chimiques, physiques ou biologiques. La base internationale CAREX, carcinogène exposure, indique que l'exposition à des agents cancérogènes chimiques, physiques ou biologiques d'origine industrielle concerne entre 1,4 à 2,6 millions de travailleurs en France. Là, c'est par rapport aux travailleurs français. Maintenant, on va essayer d'expliquer comment se fait la cancérogénèse chez nos patients. Donc, il y a un principe général. Les substances cancérogènes sont électrophiles ou donnent naissance à des dérivés électrophiles in vivo. Ça veut dire qu'ils vont attirer. Ça veut dire que ces substances, elles sont capables de réagir avec un grand nombre de sites nucléophiles des macromolécules organiques, comme par exemple l'ADN, l'ARN et les protéines de l'organisme de l'être humain. Les cancers chimiques, cette théorie s'explique par deux théories. Il y a une première théorie épigénétique. Les cellules cancéreuses résultent d'interférences avec les mécanismes de contrôle de la division cellulaire sans modification obligatoire du génome cellulaire. Vous savez très bien que la multiplication de la cellule cancérogène, c'est une cellule dont la multiplication est hétérogène. Donc, elle ne va pas suivre le code génétique de la cellule mère.
il y a une perturbation dans la division des cellules. Voilà, il résulte de l'interférence avec les mécanismes de contrôle de la division cellulaire sans modification obligatoire du génome cellulaire. Là, c'est la théorie épigénétique. Nous avons une deuxième théorie. Celle-ci, elle est génétique. La cellule normale se transforme en cellule cancéreuse en conséquence d'une modification du matériel génétique induite par la cancérogénèse, c'est-à-dire modification de la structure de l'ADN. Donc l'ADN, comme vous savez que l'ADN, c'est une chaîne à double hélice, là, les bases, il va y avoir une modification dans la succession des bases. Et dès que le génome de la cellule est perturbé, donc il y a une différenciation et c'est une multiplication anarchique et c'est ce qu'on dit. Donc là, c'est la théorie génétique. Le cancer est égal à la conséquence d'une mutation, modification du potentiel génétique de la cellule. Donc, comme on vient de le dire, c'est une modification du génome. Je suis au niveau du foie. Les cellules du foie, par exemple, ne vont pas se multiplier comme le génome des cellules mères, mais on peut avoir une multiplication anarchique et c'est ce qui explique la théorie génétique d'apparition du cancer au niveau de ce foie. La mutation résulte d'une interaction du cancérogène ou de son métabolite actif avec l'ADN chromosomique. Là, il va y avoir une altération de l'ADN qui vient d'une alkylation des sites de base de l'ADN. Exemple, guanine, comme vous le savez, donc là, des rappels de chimie, de biochimie, on a dit qu'il y a au niveau de l'ADN, la molécule d'ADN, qui est constituée d'une double hélice, vous avez une succession, mais qui doit être régulière au niveau des bases. Dès qu'il y a une modification, par exemple, là, on a pris la guanine, elle est déposée à un autre endroit, il va y avoir une perturbation du matériel génétique. Donc, on dit par alkylation, une des réactions critiques pour induire une mutation, anomalie du pairage des bases et donc du message génétique lors de la duplication de l'ADN. Donc là, lorsque l'ADN se multiplie d'une cellule à une autre, il va y avoir une modification et donc là, on parle de mutation puisque la cellule engendrée est différente, si tu veux, la cellule qui apparaît, la nouvelle cellule, est différente de la cellule mère. Il y a eu donc mutation par modification du génome de la cellule. Mutation est égale à étape initiale ou initiation du processus de cancérogénicité par des substances chimiques. Donc la première étape, c'est l'étape d'initiation du processus. La promotion est subséquente, donc cela veut dire qu'il y a d'abord une étape d'initiation. Secondairement, il y a l'étape de la promotion. Subséquente, ça veut dire qu'il lui fait suite. Elle peut survenir plusieurs années après le processus initial d'altération d'ADN. C'est l'expression de la mutation sous forme de cellules transformées correspondant donc au cancer. Est-ce qu'on a compris jusque-là? Bon, c'est des théories, il faut essayer de comprendre pour savoir comment évoluent les cellules cancéreuses de notre organisme, comment elles apparaissent, comment elles se multiplient. Donc, on prend une cellule du cœur ou du foie ou du cerveau, elle ne veut pas suivre de façon identique les cellules mères cérébrales, hépatiques ou du cœur. Elles sont modifiées, le génome est modifié, donc apparition de cellules cancéreuses. Il faut retenir que dans l'apparition des cellules cancéreuses, il y a d'abord une étape d'initiation, c'est-à-dire c'est la modification du génome, et cette modification, parce qu'il y a des réparations qui peuvent se faire par l'organisme,